Très bien. Alors, je vais appeler tout de suite la première candidate, qui s'appelle Marie Brunol et qui vient de l'école de Nancy, et qui va vous présenter son travail de mémoire qui s'appelle Évaluation objective et subjective du système OVP de Signa. Voilà, on vous écoute. Merci, donc bonjour à tous. Je vais donc vous présenter le travail de mémoire de fin d'études, donc intitulé Évaluation objective et subjective du système OVP On Voice Processing du fabricant Signa. Donc tout d'abord, je vous expliquerai les raisons du choix de ce sujet de mémoire. Nous verrons les questions auxquelles ce mémoire tente de répondre. Ensuite, je vous expliquerai les méthodes donc employées pour la réalisation de ce travail. Nous parlerons bien sûr des résultats obtenus et pour conclure, donc, nous parlerons aussi des perspectives que ce mémoire laisse envisager. Alors pourquoi avoir choisi d'étudier l'OVP ? Tout d'abord, rappelons que la résonance de la voix du patient est une gêne récurrente lors de l'appareillage. Selon plusieurs études, entre 40 et 60% des patients ne seraient pas satisfaits par la perception de leur propre voix. L'autophonation peut avoir deux origines. Une origine passive, appelée effet d'occlusion, qui, elle, va être éliminée normalement par des modifications du couplage acoustique. Et la deuxième origine est une origine active, due à l'amplification apportée par les aides auditives. En 2017, Signa présente une nouvelle solution pour réduire cette origine active de l'autophonation, c'est l'OVP. Donc en fait, par cette étude, nous cherchons à comprendre le fonctionnement de l'OVP et surtout savoir si ça peut répondre à notre problématique d'appareillage. Les objectifs donc, de ce mémoire sont multiples. Ils sont déjà de comprendre en fait le fonctionnement de la reconnaissance vocale utilisée donc, pour l'OVP, de visualiser les effets, les modifications engendrées en fait, par l'OVP sur un signal sonore et d'en évaluer son efficacité. Pour atteindre ces objectifs, donc, le travail de mémoire a consisté à faire une recherche documentaire et bibliographique, une étude objective et une étude subjective. Donc, quelques mots sur la reconnaissance vocale utilisée par l'OVP. En réalité, il s'agit d'une localisation spatiale de la source sonore située donc, au niveau de la bouche des patients. Ceci est rendu possible grâce aux 4 microphones présents donc, sur les 2 aides auditives et à l'échange de données entre elles. Les aides auditives mémorisent la position de cette source sonore comme étant la voix du patient. Elles sont ensuite capables de détecter lorsque le patient parle. Quelles sont alors les modifications apportées sur le signal de la voix du patient lorsque celle-ci est détectée ? C'est l'étude objective qui va nous permettre de les visualiser. Donc pour cette partie de notre étude, nous avons utilisé un mannequin donc Kemar équipé d'un simulateur de bouche, positionné donc au centre de la plateforme de simulation de perception auditive à Nancy. Et le logiciel MATLAB nous permet donc d'analyser les mesures et d'exploiter donc les résultats. Alors je tiens d'ailleurs à remercier Balbine Mayou et Joël Ducournau pour leur accompagnement dans cette phase du travail. Donc, l'étude objective a consisté à établir donc, une cinquantaine de mesures. Dans un premier temps, un seul signal vocal est diffusé, au départ donc, par le haut-parleur de la bouche du Kemar, dans 2 situations, OVP activé et désactivé, afin de visualiser donc, les modifications engendrées sur la voix du patient. Ensuite, nous diffusons ce même signal depuis un haut-parleur situé à 1 mètre en face du Kemar, comme s'il s'agissait d'un interlocuteur. Ceci pour vérifier donc l'hypothèse d'un traitement différencié de la voix du patient et des autres voix. Dans un second temps, 2 signaux sonores sont diffusés simultanément.
2 voix, celle du quémar et de l'interlocuteur, et puis une voix et du bruit autour, donc autour de la voix du quémar. Pour chaque mesure, donc les signaux sont enregistrés en sortie d'aide auditive. Le logiciel MATLAB nous permet d'en extraire les spectres tiers d'octave, et leur comparaison nous permettra donc de visualiser l'impact de l'OVP sur ces signaux. La deuxième partie de l'étude expérimentale évalue subjectivement donc l'OVP du point de vue des patients et du point de vue des audioprothésistes. Donc, les tests effectués auprès des patients évaluent leur satisfaction sur la perception de leur voix ainsi que le niveau d'activation préféré pour l'OVP. Notre échantillon se compose de 50 patients. Concernant les audioprothésistes, une enquête sous forme de questionnaire a été menée et nous avons obtenu 89 participants. Donc venons-en maintenant aux résultats. Concernant l'étude objective, donc pour le signal vocal émis seul par le quémar, la comparaison des spectres tiers d'octave, dont vous avez un exemple à l'écran avec donc, en abscisse les spectres tiers d'octave et le niveau sonore en ordonnée. Le signal avec l'OVP désactivé est en rouge, l'OVP activé au max en vert. Donc ceci nous montre bien que la voix du patient est bien atténuée entre 2 et 3 dB lorsque l'OVP est activé. Alors, nous avons obtenu les mêmes résultats pour 2 types de pertes auditives testées et 3 types de signaux testés. Et nous avons également donc, remarqué que l'atténuation était donc, dépendante du niveau sonore de la voix, ce qui est plutôt logique. Pour un niveau moyen, l'atténuation est légèrement inférieure que pour un niveau fort de la voix. Pour le signal vocal émis donc cette fois par le haut-parleur situé à 1 mètre en face du quémar, les spectres tiers d'octave, là, en sortie d'aide auditive, sont identiques, ce qui nous démontre bien que l'OVP n'a pas d'impact sur la voix d'un interlocuteur en l'absence de la voix du patient. La détection de la source sonore permet bien un traitement différencié des signaux. Pour la série de mesures, donc avec 2 signaux émis simultanément, là nous avons observé une atténuation globale identique des 2 signaux. Et les mesures faites avec le bruit type cocktail party autour de la voix nous donnent la figure suivante de l'atténuation donc, du signal de la voix en fonction du RSB d'entrée. Et on remarque qu'elle atteint 2 décibels quand le RSB est très favorable, donc quand le bruit est quand même très peu présent. Les résultats de l'évaluation subjective, donc du point de vue des patients, les tests ont révélé que l'OVP améliore significativement la satisfaction des patients par rapport à la perception de leur voix. La note de satisfaction en fait, passe de 3,43 à 4,84 sur 7. Nous n'avons pas établi de corrélation en fait, entre la perte tonale moyenne et l'augmentation de cette note de satisfaction. Du côté des professionnels, donc on retrouve bien le fait que la résonance de la propre voix est une gêne qui est souvent exprimée lors de l'appareillage. Et 64% des audioprothésistes ayant répondu au questionnaire utiliseraient l'OVP pour réduire cette gêne. On peut remarquer qu'ils le jugent plutôt efficace, puisqu'à 88%, donc, ils déclarent que les patients ont un confort amélioré grâce à l'OVP. Donc nous arrivons à la conclusion de l'étude. Alors bien sûr, nous avons pu observer plusieurs résultats intéressants, mais on a aussi donc soulevé d'autres interrogations, des perspectives d'approfondissement pour ce travail. Donc on a bien vu que l'amplification, la voix était bien atténuée donc, par l'OVP. On a bien une amplification différenciée de la voix du patient et des autres voix. Nous avons, nous, concentré nos protocoles de mesure sur les différences de gain. Bien sûr, d'autres paramètres comme la compression, la directivité microphonique pourraient faire l'objet d'autres études. Lorsque 2 signaux sont émis en même temps,
Nous avons remarqué qu'ils étaient les deux atténués. Là, on s'est posé la question donc, de la rapidité d'action du système lors d'un échange de conversation. Bien sûr, un dialogue plus réaliste en fait, entre deux personnes. Donc là encore, on aurait pu établir des mesures en simulant un échange pour vérifier que la voix de l'interlocuteur ne soit pas impactée par l'OVP. Concernant les mesures en présence de bruit, donc on rappelle que nous avions désactivé tous les algorithmes du traitement du signal. Est-ce que nous aurions obtenu des résultats identiques? Quelle est la proportion en fait, d'action des réducteurs sur le RSB en fait, finalement, de sortie? Et pour l'étude subjective, donc, là, on a évalué immédiatement donc, la satisfaction des patients. De la même façon, nous aurions pu l'évaluer à un temps plus long et quels auraient été les résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ce que l'on souhaite, généralement c'est interactif, c'est après chaque candidat, on pose des questions et on se garde une petite discussion. Je pense que ça fait partie aussi de l'exercice. Malheureusement, on a un timing, vous savez, qui est assez serré. Et ce que je vous propose pour gagner du temps et éviter les passations de micro, etc., c'est vraiment d'utiliser l'application qui est à notre disposition, que vous puissiez mettre par candidat, en mettant bien le nom du candidat, la question que vous auriez voulu lui poser, afin qu'à la fin, on fasse une synthèse, que tous les candidats soient présents et puissent répondre, voilà, que ce soit une interaction dynamique avec la salle. Donc, j'appelle tout de suite le deuxième candidat qui nous vient de Cahors, qui est Antoine Fontès, avec un titre qui est « Mesures subjectives et objectives de l'effort d'écoute dans le bruit chez les sujets adultes normaux entendants et malentendants appareillés ». C'est bien, l'effort d'écoute est devenu un thème d'actualité. Antoine Fontès? Non. Alors, il n'est pas là, malheureusement, donc c'est pour ça que c'est en rouge, je comprends mieux. Donc, le candidat suivant, c'est Mélodie Levrero. Courbe de référence, courbe normative et conditions spatiales des tests d'intelligibilité dans le bruit, et qui nous vient de Bordeaux. Bonjour à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon mémoire de fin d'études qui a été réalisé en collaboration avec monsieur Xavier Delers. Ce mémoire s'intitule « Courbe de référence, courbe normative et conditions spatiales des tests d'intelligibilité dans le bruit ». En effet, il prend naissance à la suite d'une simple interrogation. En 2018, à la suite de la loi 100% santé, un nouvel arrêté visant à modifier les conditions de prescription de l'appareillage auditif en France a été publié. En effet, toute personne ayant une dégradation de l'intelligibilité dans le bruit supérieure à 3 décibels par rapport à la norme peut se voir prescrire l'appareillage auditif. Au vu de la très grande diversité des tests dans le bruit déjà existants, il nous a semblé naturel de se poser la question suivante. Une norme concernant les tests d'intelligibilité dans le bruit existe-t-elle réellement ? Afin de répondre à cette question, nous nous sommes posés plusieurs objectifs. Le premier a été de comparer différentes courbes à l'échelle internationale et de se demander quel pouvait être l'effet de la spatialisation sur ces références. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les différentes références et protocoles déjà existants en français. Et enfin, nous nous sommes demandé si ces références pouvaient être réellement respectées, notamment lors de la réalisation d'études cliniques. Afin de répondre à cet objectif, cette étude va prendre la forme d'une revue de la littérature. Ainsi, nous avons interrogé plusieurs bases de données scientifiques, grâce auxquelles nous avons retenu 35 études. Afin de répondre à notre premier objectif, nous nous sommes intéressés aux tests du HINT et au Matrix Test, puis ce sont des tests dans le bruit qui sont couramment utilisés, notamment pour faire du dépistage clinique et qui sont utilisés notamment dans la réalisation d'études. Et ils ont été traduits dans de nombreuses langues. Ainsi, pour le HINT, nous avons sélectionné 8 études et nous avons recueilli chaque référence, notamment en conditions de passation de phase, donc voix et bruit à 0 degré,
Et en conditions spatiales, voix 0 degré et bruit à droite pour les graphiques en rose et à gauche pour les graphiques en bleu. Comme nous ne possédions pas l'ensemble de données réelles de chaque étude, nous avons recréé un ensemble de données fictifs qui reprenaient chaque moyenne et écart type de chaque étude. Cela nous a permis de pouvoir réaliser plusieurs tests statistiques. Grâce à ces tests statistiques, nous avons mis en évidence un démasquage binaural lors de la séparation des sources, mais également une grande hétérogénéité des SRT de référence en comparaison intragroupe, quelles que soient les conditions des tests. Cela nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait certainement un rôle de la langue et du locuteur dans la variation des SRT, puisque c'était les seuls facteurs variants entre nos 8 études. Concernant les tests réalisés sur le Matrix Test, nous nous sommes rendus compte que quelles que soient les conditions de passation du test, que ce soit de face ou spatiale, les pentes psychométriques ne variaient pas et les écarts types étaient identiques. Cela nous a permis de conclure que la spatialisation n'influençait pas sur la fiabilité ni sur la variabilité des résultats. Cependant, on comprend qu'il est difficile de parler de normes à l'échelle universelle au vu de la trop grande variation des SRT et des différents facteurs qui vont faire varier ces références. C'est pourquoi nous nous sommes donc concentrés sur les différents tests déjà existants dans le bruit en français. Pour cela, nous avons recensé 5 tests dans le bruit que nous avons comparés à un texte de norme AFNOR publié en 2012. Ce texte recense différents critères à respecter, notamment lors de la réalisation et la création d'un test dans le bruit. Les comparaisons que nous avons effectuées nous ont permis de mettre en évidence qu'il y avait de nombreuses similitudes dans les procédures de réalisation et de création des tests. Cependant, de grandes variations au niveau des SRT obtenus et des références publiées. En effet, en conditions de face, on va avoir des variations de SRT allant de moins 3 décibels jusqu'à moins 10,5 décibels. Alors qu'en conditions spatiales, il est difficile de les comparer puisque seulement 2 tests vont fournir des références et les conditions de spatialisation sont différentes et les unités également, puisque le VRB va proposer des références en perte de RSB avec, en fonction d'une certaine classe d'âge, et le INT, lui, va proposer des seuils d'intelligibilité à 50%. Cependant, si l'on se fie au texte qui a été publié visant à modifier les conditions de prescription de l'appareillage auditif, on comprend que tous les tests doivent avoir une fiabilité, une précision inférieure à 3 décibels, puisque toute personne ayant une dégradation de l'intelligibilité dans le bruit supérieure à 3 décibels peut se voir prescrire l'appareillage auditif. D'après nos calculs, tous les tests étudiés peuvent servir au dépistage clinique, puisque nous avons retrouvé un intervalle de confiance moyen pour chaque RSB en décibels, compris entre plus ou moins 0,2 décibels et plus ou moins 2,2 décibels. Cependant, on comprend qu'au vu de la grande variation des SRT retrouvées, il est difficile de parler d'une norme chiffrée du seuil de l'intelligibilité dans le bruit, mais qu'on préférera employer le terme de référence de seuil de l'intelligibilité auquel il faut se référer lors de la réalisation d'un test. En effet, parler de normalisation signifierait qu'un chiffre soit publié par un organisme de normalisation tel que l'AFNOR, le CEN ou l'ISO. On peut donc se demander si ces protocoles sont réellement respectés et ces références, notamment lors de la réalisation d'études cliniques. Pour cela, nous avons sélectionné 12 études qui traitaient de 3 sujets différents visant à améliorer l'audition dans le bruit avec des appareils auditifs. Et 3 tests dans le bruit différents ont été utilisés. Ces comparaisons nous ont permis de mettre en évidence une grande hétérogénéité dans les protocoles, mais également, très souvent, les angles de spatialisation sont différents. Des fois, des unités de mesure changent, et bien souvent, on retrouve des conflits d'intérêts dans chaque étude. Cela nous a poussé à se demander s'il ne serait pas intéressant, par la suite, d'avoir des procédures de tests standardisées qui nous permettraient de comparer plus facilement toutes ces études. En conclusion de cette étude, et pour répondre à notre problématique, qui était une norme dans le bruit, existe-t-elle réellement ?
On comprend qu'on préférera employer le terme de référence de seuil de l'intelligibilité dans le bruit au vu des trop grands facteurs jouant sur la variation des SRT, comme la spatialisation, le locuteur, la langue ou le type de bruit. Enfin, on a retrouvé une certaine hétérogénéité des protocoles, notamment lors de la réalisation des études cliniques. Cela nous a poussé à se demander s'il ne serait pas intéressant d'avoir par la suite des procédures de tests standardisées, qui, notamment en utilisant, pourquoi pas, de nouvelles procédures de tests, qui sont les tests de prédiction de l'intelligibilité dans le bruit, qui ont notamment été présentés ce matin par M. Delers. Il ne faut pas oublier que cette étude possède des limites. En effet, les tests réalisés sur le Matrix Test ont été réalisés à partir de données d'un mémoire qui n'a pas été publié. Et enfin, à l'échelle internationale, nous avons pris pour référence seulement 2 tests dans le bruit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail et félicitations pour le respect du timing. Vous êtes à bonne école, je pense, à Bordeaux. Donc je vais appeler le candidat suivant, qui s'appelle Vincent Martin, qui nous vient de l'école de Lyon et qui va nous parler de l'intérêt de l'appareillage en stéréo-bicross pour une surdité bilatérale asymétrique. On vous écoute. Là ? Non ? Je trouve pas là-dessus. Ah. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter mon mémoire « Intérêt de l'appareillage en stéréo-bicross pour une surdité bilatérale asymétrique ». Les difficultés quotidiennes exposées par les patients pourtant équipés d'un appareillage stéréo-bicross bien réalisé ont suscité mon intérêt pour cette étude. L'appareillage en aérien des surdités asymétriques peut être réalisé depuis 2016-2017 par le système stéréo-bicross qui permet une amplification bilatérale des voix auditives ainsi qu'un transfert d'informations de la mauvaise oreille vers la meilleure oreille. Y aurait-il alors un intérêt à proposer de façon quasi systématique un appareillage stéréo-bicross aux patients souffrant d'une forte dissymétrie d'audition ? Nous avons testé 17 patients pour notre étude, une population relativement homogène en genre et dans la répartition de leur main bonne oreille. On constate que le temps de port moyen du bicross est suffisant pour assurer une bonne connaissance de ce système. On remarque également que la perte auditive moyenne de la meilleure oreille est quantifiée comme une perte moyenne de type 1 et celle de la moins bonne oreille comme une perte profonde de type 1 par le BIAP. La moitié des patients a commencé l'essai avec le bicross, l'autre sera débuté avec le stéréo-bicross. Nous avons utilisé pour notre étude des appareils pur synchéniques de la marque Signia, équipés d'un écouteur P sur la moins bonne oreille et un écouteur M sur la meilleure oreille. Les réglages ont été faits de façon conventionnelle sur la meilleure oreille et le système Crossphone activé sur la moins bonne oreille, et ceci dans les 2 conditions testées. Seule différence entre les 2 systèmes, l'amplification des restes auditifs au moyen du stéréo-bicross sur la moins bonne oreille.
En outre, nos réglages viennent de l'hypothèse que les meilleurs résultats obtenus par un cross osseux par rapport à un cross aérien sont liés à l'amplification de la bande passante des crosses osseux optimisée sur les fréquences médium. Nous avons testé nos patients lors de 4 rendez-vous à J0, J8, J15, J30, où nous avons récolté les réponses des patients à un panel d'examens choisis en les testant oreille nue et dans les 2 conditions d'examen testés, cross et bicross, après 15 jours de port d'appareil. Voici les résultats que nous avons obtenus à la moyenne des différents seuils prothétiques tonales en champ libre. On visualise que le gain apporté par les systèmes cross, bicross et stéréobicross ne sont pas significativement différents, ce qui ne faussera pas les résultats futurs. L'amplification par le biais de ces 2 systèmes ramène la perte auditive sur la meilleure oreille, une surdité dite légère. On visualise également en rouge l'amplification des restes auditifs via le stéréobicross sur la mauvaise oreille. La lecture des résultats de l'audiométrie vocale dans le silence nous laisse entrevoir une tendance à l'amélioration du gain vocal en faveur du stéréobicross, tendance qui semble s'accroître, en conditions dichotiques et diotiques, tendance qui semble s'accroître légèrement avec l'augmentation de l'intensité d'émission en faveur du stéréobicross. On parlera donc de tendance à la significativité avec un P égale 0,081 à 50 décibels SPL et surtout un P est égal à 0,54 à 60 décibels SPL. La lecture, l'observation des histogrammes en bas de la slide sur la moyenne du seuil d'intelligibilité vocale obtenue à l'audiométrie vocale dans le silence ne montre pas de différence significative entre les 2 conditions testées. Seul l'intérêt de prendre en charge ce genre de perte auditive semble indéniablement significative. L'amélioration de la compréhension dans le bruit étant le premier souhait exposé par les patients porteurs d'un appareillage bicross, nous avons cherché à vérifier le rapport signal-bruit moyen obtenu par la SRT à l'AVB en champ libre. L'observation des histogrammes laisse apparaître une amélioration des performances en faveur du stéréobicross. En conditions dichotiques, le SRT en stéréobicross est atteint pour un RSB plus difficile, moins 1,25, contre 2,31 pour le bicross. Pour la condition dichotique inversée, situation la plus favorable au bicross, et la suppression de l'effet d'ombre de la tête ne montre, comme attendu, pas de différence significative entre les 2 conditions. Nous avons également comparé les moyennes obtenues à l'AVB en fonction du RSB, qui montrent une différence significative en faveur du stéréobicross pour les conditions diotiques et dichotiques. D'autre part, une lecture plus fine des analyses statistiques a mis en lumière une plus grande différence de résultats entre la condition oreille nue versus stéréobicross qu'entre la condition oreille nue versus bicross, et ceci dans toutes les conditions de stimulation. Les difficultés à localiser étant également une plainte récurrente des patients porteurs d'un appareillage bicross, nous avons cherché à mettre en évidence l'amélioration supposée du stéréobicross soumis à un test de localisation spatiale. Pour une analyse statistique et visuelle plus simple, les graphes ont été symétrisés en conséquence, comme si tous les patients avaient leur meilleure oreille à gauche.
Nous avons choisi de vous présenter les résultats de la stimulation à 1000 et 2000 Hz en référence à la stimulation des restes auditifs via le stéréobicross, mais les réponses à 500, 4000 et 6000 montrent également de meilleurs résultats pour l'oreille nue, de moins bons résultats en bicross malgré la connaissance de ce système, et surtout une détérioration de l'information vocale, et ceci de façon significative, due au stérobicross, avec un P est égal entre 0,015 et 0,050 au t-test. Enfin, les performances des deux systèmes ont été analysées grâce à l'auto-évaluation des patients et leurs réponses à un questionnaire de qualité de vie auditive qui montre que dans toutes les situations, même concernant la localisation spatiale, le système stéréocross semble plébiscité aux dépens du système bicross. Pour conclure, l'idée initiale de notre mémoire était, peut-on proposer de façon quasi systématique un appareillage stéréobicross aux patients souffrant d'une forte dissymétrie d'audition. Le bicross est capable d'apporter de nouveaux indices sonores, une sensation d'écoute stéréophonique objectivée aux réponses au questionnaire de qualité de vie, un son plus riche, plus en relief, avec le sentiment d'obtenir plus d'informations, là où leur appareillage en bicross plafonne depuis de nombreuses années. Nous avons donc observé une tendance à l'amélioration en faveur du stéréobicross. Dans tous les cas, malgré le surplus d'énergie apporté par ce système, nous n'avons pas constaté de dégradation de l'information vocale dans le silence et dans le bruit. Et tout en permettant une amplification bilatérale des voies auditives et en préservant l'intégrité du nerf auditif. En outre, nous pouvons penser que le facteur temps ainsi que l'import d'indices interoraux, même incomplets, devrait permettre une amélioration de la localisation spatiale et de la compréhension en milieu bruyant, et ainsi permettre à l'audioprothésiste d'améliorer, même de façon parfois minime, les performances de leurs patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. La candidate suivante est Maëva Millot, qui représente l'école de Fougères, sur l'évolution de l'effort d'écoute, impact de l'appareillage auditif en conduction aérienne et de l'entraînement auditif. Donc pareil pour 10 minutes. Et n'oubliez pas de poser des questions. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon mémoire qui s'intitule « L'évolution de l'effort d'écoute, impact de l'appareillage auditif en conduction aérienne et de l'entraînement auditif ». L'effort d'écoute, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui suscite pas mal d'intérêt. L'objectif de l'étude était en fait de rassembler les différentes études sur le sujet afin de tenter de répondre à deux problématiques. La première, qui va être le port d'appareil de correction auditive en conduction aérienne, peut-il permettre de réduire l'effort d'écoute dans le cas d'une surdité neurosensorielle? Et une seconde, qui est l'entraînement auditif, peut-il permettre de réduire l'effort d'écoute du malentendant? Avant d'aller plus loin, petit rappel, l'effort d'écoute, ça peut se définir comme la somme des ressources cognitives qui vont être allouées pour comprendre un message vocal. Comme on l'a vu avec la présentation de ce matin, il y a beaucoup de façons de mesurer l'effort d'écoute. On retient 3 catégories principales, les mesures subjectives, comportementales et physiologiques. L'enjeu de l'effort d'écoute, c'est qu'une personne qui fournit beaucoup d'efforts pour comprendre va se fatiguer plus rapidement et risque de se mettre en retrait de la communication.
Les recherches des études pertinentes ont été effectuées sur les bases de données PubMed et Biblimed à partir de mots-clés. À noter quand même que pour la première problématique, les études parues avant 2015 n'ont pas été sélectionnées pour deux raisons. Une étude systématique avait déjà répertorié les études avant 2015 pour répondre à la première problématique, et par rapport à l'évolution technologique, il semblait plus intéressant de prendre des études récentes. Ensuite, les résultats de chaque étude sélectionnée ont été évalués en fonction d'un processus d'évaluation appelé GRADE. En fait, c'est un processus qui propose de classer les résultats en 4 niveaux de confiance, de qualité. On va avoir un niveau donc très faible, faible, modéré et élevé. On a des critères de jugement qui sont établis et qui vont pouvoir amener à augmenter ou à réduire le niveau d'épreuve. Pour la première problématique, les résultats ont ensuite été classés dans 7 catégories différentes. On va principalement s'intéresser aux 5 premières, puisque pour la compression et la comparaison correction unilatérale versus bilatérale ont été très peu étudiées. On n'a pas vraiment de résultats intéressants à ce niveau-là. Donc, pour commencer, alors, je ne l'ai pas dit, on a eu 24 études au total pour la première problématique. On commence donc par la comparaison avec et sans le port d'appareil auditif. Il y a 8 études qui se sont intéressées au sujet. On obtient de nombreux résultats de qualité plutôt faible. 15 résultats indiquent une réduction de l'effort d'écoute grâce au port d'appareil auditif et 18 ne montrent aucune différence. Pour ce qui est des microphones directionnels, on a 6 études qui se sont penchées sur le sujet. On obtient 12 résultats avec un niveau de confiance plutôt satisfaisant, indiquant une réduction de l'effort d'écoute. Un seul résultat ne montre aucune différence à l'activation des micros directionnels. Concernant les réducteurs de bruit, alors on a eu 5 études, 4 résultats qui rapportent une réduction de l'effort d'écoute et 3 qui ne montrent aucune différence, avec une qualité de preuve plutôt faible également. 5 études se sont d'ailleurs intéressées à l'usage des réducteurs de bruit en plus des micros directionnels. Un résultat montre une réduction supplémentaire de l'effort d'écoute à l'activation des réducteurs de bruit. 6 autres ne montrent aucune différence lorsqu'on ajoute les réducteurs de bruit en plus des micros directionnels, avec un niveau de preuve modéré. On a ensuite 2 études qui ont comparé les appareils haut de gamme et entrée de gamme et qui fournissent beaucoup de résultats chacune. 3 résultats montrent une réduction de l'effort d'écoute plus importante pour l'appareil premium, quand 10 résultats montrent une absence de différence entre appareil premium et basique. Un seul résultat montre une augmentation de l'effort d'écoute avec l'appareil haut de gamme. Comme je le disais, on va du coup pas s'attarder sur les 2 autres sujets étudiés. Et on va passer à la seconde problématique pour laquelle seulement 2 études ont été retenues. La première étude conclut à une réduction de l'effort d'écoute à l'aide d'un paradigme à double tâche, et l'étude se déroule dans le silence. Et la seconde conclut à un effet de l'entraînement sur l'effort d'écoute à l'aide d'un paradigme à double tâche et à la pupillométrie. C'est tout pour les résultats. On va donc revenir à la première problématique avec la comparaison avec et sans appareil. Déjà, les 3 études qui ne retrouvent aucune différence sur l'effort d'écoute ont en commun de n'avoir aucune connaissance ou presque sur le fonctionnement et les réglages des appareils des participants. Les 5 autres études qui ont procédé au réglage complet des appareils trouvent des bénéfices, sauf en milieu très bruyant. Cependant, le manque de mise en aveugle et la motivation des participants, en fait, c'était recruté sur leur motivation à porter des appareils, constituent des biens importants, surtout par rapport à l'utilisation majoritaire des méthodes de mesure subjectives. Au final, vu la faible qualité et la disparité des résultats obtenus, il n'est pas possible de conclure à un effet de l'amplification des appareils sur l'effort d'écoute. C'est un constat qui est justement en accord avec la fameuse étude qui a répertorié toutes les études avant 2014. Pour ce qui est de l'usage des microphones directionnels, là, la recherche semble trouver un consensus. Toutes les études rapportent une réduction de l'effort d'écoute et la plupart associent au moins 2 méthodes de mesure, ce qui donne plus de poids aux résultats. La qualité des preuves globalement bonne et la quasi-unanimité des résultats
laisse penser qu'il est raisonnable de penser que l'usage des micro-directionnels peut participer à réduire cet effort d'écoute. Pour l'usage des réducteurs de bruit, là on a vraiment des résultats qui diffèrent, mais le faible nombre de résultats et le manque surtout de publications indépendantes de l'industrie de l'audioprothèse manquent pour permettre de conclure sur une efficacité ou non. Au sujet de la comparaison entre appareils basiques et premium, globalement les résultats s'accordent sur une absence de différence, ce qui n'est pas forcément surprenant puisque si ce sont les micro-directionnels qui sont le plus à même de réduire l'effort d'écoute, ils sont présents sur les appareils de toute gamme. Et cela peut également laisser penser que la disparité des résultats observés pour la comparaison avec et sans appareil pourrait peut-être s'expliquer par l'activation ou non des micro-directionnels dans les appareils. On va donc passer à la seconde problématique, où très peu d'études ont été retenues. Même si l'entraînement auditif intéresse de plus en plus la communauté scientifique, les recherches se tournent quasiment toutes vers de potentiels impacts sur l'intelligibilité. La première étude n'a pas utilisé de groupe contrôle, ce qui rend les résultats très incertains, et les tests se faisaient dans le silence sans mettre l'écoute en difficulté. Il est donc possible de se demander ce qui était réellement évalué par la tâche de rappel, l'effort d'écoute ou la mémoire des participants. Pour la seconde étude, qui a montré grâce à un paradigme à double tâche et à la pupillométrie des temps de réaction plus rapides et plus de concentration de la part des participants, mais le pic maximal de dilatation de la pupille associé à l'effort d'écoute n'a pas varié. On observe donc une amélioration des performances, mais pas de réduction de l'effort d'écoute. Il aurait été intéressant pour cette étude éventuellement d'utiliser un test avec un effet de plafond afin de voir si l'entraînement permettait aux participants d'effectuer la même tâche au même niveau de performance mais avec moins d'efforts. À cela, on peut ajouter encore deux autres biais. Le matériel de test et d'entraînement est identique et il n'y a pas de groupe. Le groupe contrôle est passif. On ne peut pas exclure non plus une motivation accrue de la part des participants entraînés et donc plus de concentration et des réponses plus rapides. Ce travail lui-même présente plusieurs limites. Certaines études, notamment, ont pu ne pas être sélectionnées dues au processus de sélection. Les observations ne sont valables que pour les surdités de perception et surtout, le poids accordé aux résultats a été évalué de manière totalement subjective par une seule personne. Il est tout à fait possible que d'autres personnes n'auraient pas jugé les résultats de la même façon, ce qui aurait pu amener à des conclusions différentes. Pour conclure, si les résultats divergent beaucoup quant aux bénéfices potentiels des appareils sur l'effort d'écoute, l'utilisation des micro-directionnels semble la solution la plus prometteuse pour réduire l'effort d'écoute, notamment dans le bruit. L'impact de l'entraînement auditif a été trop peu étudié et des recherches supplémentaires seront nécessaires pour mieux en cerner les implications. Et finalement, en fait, les différentes études sur l'effort d'écoute qui obtiennent des résultats souvent contradictoires montrent quand même toute la complexité de la notion et les difficultés qu'on a à l'appréhender. Mais ces recherches et leurs limites ouvrent quand même la voie vers des recherches futures plus adaptées. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler la candidate de l'École de Paris, Stéphanie Mini, pour son mémoire qui s'intitule « Impact de l'abaissement fréquentiel sur la perception du sourire chez les presbyacousiques », une preuve de concept de l'utilité de la technique de corrélation inverse. On vous écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de l'impact de l'abaissement fréquentiel sur la perception du sourire chez les presbyacousiques, mesuré par une méthode de corrélation inverse. Donc, ce travail a été réalisé avec la collaboration de Jean-Julien Aucouturier. Donc, tout d'abord, la voix véhicule de l'information par la parole qui est porteuse de sens. Et à travers nos appareillages, nous nous efforçons à restaurer au mieux l'intelligibilité de la parole. Mais la voix renseigne également donne des indices sur l'état émotionnel du locuteur. Nous nous sommes intéressés au sourire en particulier, puisque le sourire s'entend à travers la voix et il se reconnaît même au téléphone. En effet, l'étirement des lèvres lors du sourire va réduire la longueur du tractus vocal et de ce fait entraîne des modifications sur les résonances de la voix.
Une part importante de ces informations est décodée à partir de filtres auditifs, que l'on appelle aussi représentation mentale. Et ici, nous avons deux exemples de l'utilisation de la corrélation inverse. Donc, d'une part, pour extraire du bruit les fréquences déterminantes pour la reconnaissance de la voyelle A, et d'autre part, pour discerner un son A souriant d'un A neutre. Donc, notre étude a deux objectifs. D'abord, d'un point de vue fondamental, c'est étudier la perception du sourire vocal chez des personnes appareillées et pouvoir le comparer à un groupe de sujets normaux-entendants et voir si notre appareillage et notamment le traitement d'abaissement fréquentiel peut permettre de restaurer cette perception chez nos sujets appareillés. D'un point de vue méthodologique, ça permet de tester l'utilisation d'une technique de corrélation inverse que l'on va appliquer pour la première fois pour déterminer les représentations mentales du sourire chez les personnes appareillées. Donc, comment fonctionne la corrélation inverse ? Donc, on choisit un stimulus de base. Donc, nous avons choisi le son A, que je vais vous faire écouter. Ça ne va pas fonctionner. Donc, le spectre de ce stimulus va être découpé en bandes et on va appliquer des filtres espacés en log dont les gains vont être randomisés. Donc, en gros, le spectre du stimulus va subir des modifications statiques aléatoires, ce qui va permettre de générer des nouveaux stimuli uniques. Et donc, on va utiliser 300 paires de sons pour chaque participant. Et pour chaque paire, le participant doit choisir le son qui lui paraît le plus souriant. Donc, normalement, j'ai quelques extraits. Je vais vous faire écouter. Donc là, on pourrait choisir le premier. Là, on peut se dire qu'il choisit le deuxième. Voilà, et l'étude se poursuit sur 300 paires de sons qui vont être très proches, mais légèrement différents. Donc, en faisant la soustraction des stimuli choisis moins les non choisis, on va en extraire le kernel individuel du participant. Donc, c'est ce que vous avez en bas à droite de la figure. En fait, c'est la fonction de transfert d'un filtre qui permettrait pour ce participant de transformer un stimulus de base en stimulus souriant. Donc, il représente la représentation mentale du participant qui pourrait expliquer ses réponses, qui pourra être comparée avec un autre participant ou à un groupe contrôle. On peut également calculer un taux de réussite à la tâche pour évaluer la performance des participants. C'est le pourcentage d'essais pour lesquels le choix du participant concorde avec celui du groupe contrôle que nous allons considérer comme une norme. Notre protocole se déroule en 3 séances de mesure, donc après des vérifications standards d'audiométrie et du bon fonctionnement des prothèses auditives. Nous réalisons des tests d'audiométrie tonale liminaire oreille appareillée et une mesure de perception du sourire. La première séance se déroule avec les réglages habituels du patient. À la deuxième séance, nous ajoutons un traitement d'abaissement fréquentiel. Et la troisième séance a lieu 7 jours après la deuxième, avec port d'abaissement fréquentiel pendant les 7 jours. Notre échantillon se compose de 7 sujets appareillés, dont 3 ont pu effectuer les 3 séances de mesure. Pour le groupe contrôle de 10 sujets normaux entendants, nous avons utilisé les données issues de l'étude d'Emmanuel Ponceau. Le premier résultat que nous pouvons en extraire, c'est que les patients appareillés sont significativement moins performants que le groupe contrôle au niveau de la perception du sourire vocal. Mais on obtient une amélioration des performances moyennes avec l'abaissement fréquentiel chez les 3 patients testés. Donc ce résultat est à confirmer sur un plus grand nombre de patients pour pouvoir faire des statistiques de groupe. Enfin, si l'on regarde les courbes des patients, on peut voir qu'il y a des différences individuelles assez marquées entre les sessions. Sur ce graphique, si l'on regarde la partie inférieure, donc on va pouvoir comparer le filtre auditif moyen de nos 7 patients appareillés en orange et celui du groupe contrôle de 10 sujets normaux entendants en bleu.
Et on a pu isoler 4 bandes de fréquences qui présentaient des différences statistiquement significatives. Donc 2 avant le formant F1, une entre le formant F1 et le formant F2, et d'autres au niveau du formant F4. Donc les courbes supérieures montrent les profils spectraux du son A de base en noir et du son A perçu comme souriant par les patients appareillés en orange et par les normaux-entendants en bleu. Et donc ces courbes permettent de mettre plus facilement en évidence les différences. Donc on peut voir qu'avant le formant F1, nos patients appareillés présentent une déformation qui est moins importante que le groupe contrôle. La déformation est uniforme entre F1 et F2 chez nos patients alors que l'on obtient 2 pics distincts chez le groupe contrôle. Et enfin, on a une moindre augmentation d'énergie au niveau du formant F4 d'intensité. En conclusion, donc, on peut dire que la reconnaissance du sourire est moins bonne chez nos malentendants malgré l'appareillage. Ceci peut s'expliquer par le fait que leur représentation mentale est moins précise et moins ample que chez les sujets normaux-entendants. Et enfin, qu'une amélioration des performances et des représentations mentales grâce à l'abaissement fréquentiel est constatée chez les 3 patients, mais doit être confirmée sur un échantillon plus grand. D'un point de vue méthodologique, cette étude fait la preuve de concept de l'intérêt de la corrélation inverse comme technique d'analyse fine des phénomènes spectraux qui peuvent influer sur la perception de nos patients appareillés. Donc, cette étude présente des limites qui sont liées en partie au contexte de crise sanitaire puisque le temps d'étude a été très raccourci et nous n'avons pas pu tester autant de sujets que nous l'avions envisagé. Le temps d'acclimatation aussi au traitement a été limité. Enfin, on peut noter l'absence d'un groupe contrôle sur les 3 séances qui aurait permis d'éliminer un éventuel phénomène d'entraînement à la tâche. Donc, même si nous n'avons pas pu le faire en 2021, nous espérons bien poursuivre cette étude, corriger ces biais et pouvoir fournir un travail plus abouti. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. La candidate suivante est donc Coralie Mouls pour impact du bruit sur l'audition des techniciens de laboratoire d'analyse de biologie médicale et qui vient de Montpellier. Donc, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter mon mémoire de fin d'études qui s'intitule « L'impact du bruit sur l'audition des techniciens de laboratoire d'analyse de biologie médicale ». Tout d'abord, je vais commencer par situer un petit peu le contexte en rappelant ce qu'est du coup un bruit. Un bruit est défini selon la norme NFS 30-105 comme une nuisance auditive qui peut exercer une action agressive sur l'organisme. Le bruit au travail peut constituer une nuisance majeure puisqu'il peut être à l'origine de surdité, de stress et de fatigue et pouvant avoir des conséquences à moyen ou long terme sur la santé des salariés et sur la qualité de leur travail. Alors, je me suis intéressée à ce sujet car dans les dernières décennies, pour des raisons économiques et d'assurance qualité, les laboratoires d'analyse de biologie médicale ont été un petit peu contraints pour suivre l'évolution des techniques et des technologies, de rassembler tout le matériel d'analyse, qui sont des machines qui sont reconnues comme bruyantes, comme les centrifugeurs, les extracteurs, les condensateurs, etc., sur des plateaux techniques de plus en plus grands et nécessitant du coup de plus en plus de personnel, ce qui a engendré une augmentation considérable du niveau sonore global au sein de ces locaux. Pour limiter forcément le niveau sonore, l'employeur est tenu de faire tout son possible en choisissant les machines les moins bruyantes possibles, en isolant les plus bruyantes, en réduisant le temps d'exposition en limitant le temps de travail et en faisant des traitements acoustiques des locaux.
Cependant, les laboratoires d'analyse de biologie médicale, de par leur activité, sont soumis à de nombreuses normes d'hygiène, de sécurité et d'hygrométrie qui rendent plus difficile la mise en œuvre de ces procédés de lutte contre le bruit. C'est pourquoi on peut aujourd'hui se poser la question, est-ce que le bruit présent sur les plateaux techniques d'analyse de biologie médicale a une influence sur l'audition des techniciens qui y travaillent? Alors pour cette étude, je précise que j'ai eu accès au laboratoire Biomètre 34, qui sont des laboratoires en fait, de l'Hérault, qui appartiennent à plus grande échelle au groupe Innovi, qui possède 5 plateaux techniques de grande envergure. J'ai mesuré les bruits sur les plateaux techniques les plus bruyants. Et en fait, ces plateaux techniques tournent pour des centres de prélèvement qui rassemblent leurs analyses, enfin, qui font converger leurs analyses vers ces plateaux techniques pour analyse. Et du coup, ça fait converger à peu près 30 sites. Donc, je me suis intéressée à une population de 27 sujets, 14 techniciens et 13 témoins. Donc, les techniciens, ils sont ceux qui sont directement dans la salle des machines, et les témoins étaient du coup des membres de personnel, mais qui ne travaillaient pas à ce poste. Ici, on a la répartition de la population. Donc, on avait une population à peu près équivalente, avec le même nombre de femmes, et 3 hommes chez le groupe des techniciens et 2 hommes pour les témoins. Pour ce qui est du matériel, j'ai utilisé un questionnaire d'anamnèse pour inclure ou non les sujets dans l'étude, le matériel classique d'audiométrie tonale et vocale, un sonomètre et des ballons de baudruche. Pour ce qui est de la méthode, j'ai procédé en 2 temps. D'abord, j'ai effectué des mesures de bruit donc sur 2 des plateaux techniques, comme je le disais tout à l'heure, les plus bruyants, c'est-à-dire A7 et A Saint-Ibéry. Et ensuite, j'ai réalisé des tests audiométriques, donc audiométrie tonale liminaire classique et haute fréquence, et audiométrie vocale. Pour les résultats que j'ai obtenus, on a une représentation ici du spectre du bruit des plateaux techniques de Saint-Ibéry et de Sète, Saint-Ibéry étant en vert et Sète en orange, ce qui m'a permis du coup de calculer le niveau de pression acoustique continue équivalent global et ensuite d'en déduire du coup le niveau d'exposition quotidienne du bruit sur 8 heures, qui est un facteur de risque en dBA. Et ensuite, j'ai comparé ces valeurs à la valeur inférieure de la valeur d'exposition inférieure dans le code du travail, qui était de 80 dBA. Donc, on peut constater que ces 2 valeurs sont inférieures, ce qui signifie donc que les valeurs sont conformes à la réglementation en vigueur sur le bruit au travail. Mais elles sont quand même relativement proches, donc j'ai quand même trouvé ça pertinent de procéder aux mesures audiométriques. Alors, je précise que pour réaliser les mesures audiométriques, je me suis rendue sur place, donc j'ai quand même vérifié avant, dans la salle de mesure, que toutes les conditions étaient bien rassemblées, c'est-à-dire que le niveau de pression acoustique continu équivalent était bien inférieur à 40 dBA sur 1 heure et le temps de réverbération inférieur à 0,5 secondes à la fréquence 500 Hz, d'où l'utilisation du sonomètre et des ballons de baudruche. Pour les résultats que j'ai obtenus, donc on a ici l'audiogramme tonal moyen, oreille droite en rouge, oreille gauche en bleu, en conduction aérienne au casque de l'ensemble de la population. Globalement, on constate que les intervalles de confiance sont joints, donc que statistiquement, ça n'est pas représentatif. Mais globalement, la courbe quand même audiométrique des techniciens est en dessous de celle des témoins. On a quand même un écart significatif aux 16 000 Hz pour l'oreille droite. Après, j'ai décidé d'exclure le facteur âge, donc je me suis intéressée à toute la population inférieure à 50 ans et j'ai rassemblé les résultats pour les techniciens qui avaient une ancienneté supérieure à 8 ans. Donc j'ai obtenu ce résultat-là, et là aussi on constate que l'audiométrie tonale moyenne, donc oreille droite et gauche confondues des techniciens, la courbe qui représente l'audiométrie tonale est en dessous de celle des témoins, ce qui laisse donc penser que leur audition est moins bonne. Et là, on a des écarts significatifs pour les fréquences 1000, 2000 et 16 000 Hz. Si on fait une petite comparaison avec les spectres des bruits trouvés, on se rend compte que 2 des fréquences affectées correspondent aux bandes d'octaves les plus énergétiques du bruit, le 1000 et le 2000 Hz, ce qui suggère donc une légère influence du bruit sur les seuils auditifs des techniciens. Alors après, j'ai essayé d'établir une corrélation entre la perte auditive moyenne et l'âge.
Là, ça a été un petit peu compliqué parce qu'effectivement, le coefficient de corrélation, le R carré, était très inférieur à 1, donc la conclusion statistique n'était pas satisfaisante. Mais là aussi, on constate que quand même la courbe des tendances est aussi en dessous, en tout cas pour les techniciens, par rapport aux témoins. Comme ça n'avait pas été probant pour l'âge, j'ai essayé d'établir une corrélation avec l'ancienneté. Mais là aussi, il y a eu des difficultés d'interprétation parce que l'âge n'était pas forcément corrélé à l'ancienneté. Il y avait des techniciens qui avaient seulement 30 ans avec 10 ans d'ancienneté dans le bruit, comme il y avait des techniciens de 50 ans avec une ancienneté de 5 ans. Donc c'était difficilement interprétable. Donc pour ça, il aurait fallu dissocier un petit peu le critère âge et ancienneté en faisant sur plusieurs groupes, mais l'effectif de la population n'a pas permis de réaliser cette étude. Après, j'ai réalisé les audiométries vocales, et pour les résultats de l'audiométrie vocale, on observe un décalage global de la courbe des techniciens vers la droite par rapport à celui des témoins. Les écarts sont significatifs pour les pourcentages de reconnaissance de mots pour des niveaux sonores de 20, 25, 30 et 35 dBHL, ce qui suggère donc une moins bonne compréhension vocale des techniciens vis-à-vis des témoins. Les limites et les perspectives de cette étude, ce qui serait intéressant, ce serait d'évaluer la reproductibilité des mesures de bruit en effectuant plusieurs mesures, de remplacer le casque par des inserts pour plus de précision et pourquoi pas faire des audiométries tonales par pas de 1 au lieu d'utiliser des pas de 5, limiter les variables individuelles comme l'âge, l'ancienneté, le parcours professionnel, et donc forcément augmenter le nombre de sujets par catégorie de variables et du coup le nombre de sujets dans l'étude. Utiliser les listes de Lafond ou de Dodley pour une analyse plus approfondie par phonème, pour peut-être voir quels seraient éventuellement les phonèmes qui pourraient être impactés par ce bruit. Et étudier la compréhension des techniciens dans le bruit, peut-être en utilisant un bruit similaire à celui qui a été mesuré. Donc pour conclure, ce mémoire a permis de dresser une première évaluation du niveau de pression sonore de l'état et de l'état actuel de l'audition des techniciens de laboratoire. Ça a permis de montrer que le niveau sonore était bien en accord avec la réglementation, puisqu'on a bien des niveaux sonores inférieurs aux 80 dBA, et que donc les mesures de prévention ne sont pas obligatoires pour l'employeur, mais en revanche, ça n'exclut pas un traitement acoustique des salles techniques pour plus de confort dans le travail. Ça a pu aussi permettre de voir qu'il y avait peut-être un impact infime sur l'audition des techniciens malgré le respect de cette réglementation, qui restera à confirmer sur une étude à plus grande échelle. Et pour aller plus loin, ça pourrait être intéressant éventuellement de faire une évaluation de la fatigue auditive en faisant des audiométries tonales et vocales avant et après exposition au bruit, comme le suggère l'INRS. Je vous remercie de votre attention.